Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Surveillez vos propos, car l'État les surveille pour vous et les surveillera de plus en plus. Vous êtes souvent à ce micro, inquiété de voir l'Internet devenir, je vous cite, l'immense cloaque où les sphincters de la liberté déversent sans discontinuer leurs productions innombrables. Peut-être Manuel Valls vous a-t-il entendu. La passivité sur Internet, c'est fini, a-t-il promis. Vendredi, en dévoilant à Créteil son plan contre l'antisémitisme et le racisme. Principale mesure, ce qu'on appelle les délits de presse ou les délits d'opinion, ne relèveront plus de la très libérale loi sur la presse, mais du droit commun, ce qui signifie que le régime des sanctions des propos racistes sera largement aligné sur celui des actes. Et vous nous direz si cette volonté de mettre fin à l'impunité numérique vous satisfait. Alors, si elle risque de placer non pas seulement les propos, mais aussi la pensée sous liberté surveillée. Si vous étiez pessimiste et excessif, peut-être diriez-vous ensuite que de toute façon, la pensée aura bientôt déserté nos contrées. La réforme des collèges sera notre second sujet. Mais commençons par le plan contre le racisme, dénoncé par la quasi-totalité des associations et plutôt fraîchement accueilli par la presse. Depuis les attentats de janvier, en fait, un discours s'est progressivement imposé. Notre problème, ce serait le racisme. Et il est vrai qu'on a une multiplication de statistiques accablantes. Valls a donc annoncé son grand plan, ce qui, avec 100 millions d'euros, est peut-être... finalement, pas un si grand plan que ça. Bon, je passe sur les ambassadeurs du sport formés à la citoyenneté, la laïcité et la lutte contre les préjugés et sur la semaine de lutte contre le racisme pour en venir à cette mesure phare, donc qui consiste, disons, à renforcer la police de la parole, sinon de la pensée. Alain Finkielkraut. Alors vous qui vraiment n'aimez pas le déversoir d'Internet, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Que vous inspire cet arsenal-là? Oui, comme vous l'avez dit, Elisabeth Lévy, je ne suis pas un partisan inconditionnel de la liberté d'expression. Tout comme la censure, sa grande ennemie, cette liberté a sa part d'ombre. Elle a même du sang sur les mains. C'est une liberté débridée d'expression qui a poussé Roger Salingro au suicide. Être libre de dire ce qu'on a dans la tête et sur le cœur, cela ne peut signifier avoir le droit de diffamer, d'injurier, d'appeler au meurtre, de mentir, d'arracher les rideaux qui séparent la vie publique de la vie privée. Voilà pourquoi ce droit, donc, dont l'article 11 nous dit qu'il est l'un des plus précieux de l'homme, on nous dit que les citoyens doivent répondre des abus dans les conditions définies par la loi. Exactement. Un homme, ça s'empêche, dit Camus, et s'il ne s'empêche pas tout seul, il faut des lois pour le contraindre et le punir. Pas de démocratie sans liberté, pas de civilisation sans un certain exercice de la censure. Internet étant l'espace par excellence où la liberté se confond avec la liberté de haïr, l'impunité qui y règne est un scandale et je ne pourrais que me féliciter de voir ces usagers soumis au droit commun. Mais le volet pénal du plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme que vient de présenter Manuel Valls au nom du gouvernement a un très grave inconvénient. Et là, je vous rejoins. Oui, car juste, je précise tout de même, quand vous dites le droit commun, c'est-à-dire le droit commun des délits, disons, d'expression, qui n'est pas un droit commun. Non, justement, au moment où nous vivons sous le joug d'un antiracisme idéologique de plus en plus écrasant, ce projet, comme vous l'avez dit, et comme l'a noté Anne-Marie Le Pourrier dans Le Figaro, supprime les protections spécifiques du droit de la presse concernant la preuve, l'absence de comparution immédiate et les délais de prescription plus courts. Et j'ajoute que dans la pratique, je veux dire, ces tribunaux protègent, disons, cette liberté plutôt qu'ils ne la sanctionnent. Donc, au-delà de ça, on incorpore les délits de provocation à la haine envers un groupe en raison de son origine, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation, à une religion, dans le code pénal. C'est oublier que de nos jours, on est raciste pour un oui ou pour un non. C'est faire comme si Charb et sa bande n'avaient pas été accusés de racisme pour s'être moqués du prophète de l'islam et pour avoir choisi
la voie d'une défense intransigeante de la laïcité, selon Jacques Rancière, interrogé avec déférence par Éric Eschimann dans l'Obs, comme on doit dire aujourd'hui. On a tort d'aller chercher querelle au Front National. Depuis une vingtaine d'années, je le cite, c'est de certains intellectuels venus de gauche, des intellectuels de la gauche dite républicaine, que sont venus les arguments au service de la xénophobie et du racisme. Dans Le Monde, Claude Askolovitch met les points sur les i et, sorte de Rancière pour les nuls, il explique que le mauvais génie identitaire de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas Patrick Buisson, c'est Régis Debray et, très accessoirement, moi. Oh, pas si accessoirement que ça. Non, un petit peu. Enfin bon. Mais il n'y a pas que l'invocation des principes républicains ou la simple évocation de l'héritage national qui soit raciste, sont également menacés d'exclusion de la communauté humaine, ceux qui s'interrogent à haute voix sur les problèmes posés en Europe par l'islam et par l'immigration. Pour avoir transgressé le 11e commandement, tu ne feras pas d'amalgame, ils sont traînés dans la boue et menacés des tribunaux. Et comme vous l'avez, comme vous l'avez dit, je crois la semaine dernière, ça va aujourd'hui beaucoup plus loin, puisque il ne s'agit pas seulement de ne pas faire d'amalgame, il s'agit d'applaudir à un changement que, en même temps, on n'a pas le droit de voir. Alors, et appliquer à l'autre le concept lui-même, tout concept, toute généralisation devient raciste. Mais quand même, vous ne m'avez pas répondu sur une question qui vous concerne vous, parce que, est-ce que, avec tout ce que vous savez d'Internet, est-ce que, avec tout ce que nous voyons, dans le fond, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est un peu comme pour le terrorisme, on nous dit on va punir un peu, puisque les actes, puisque les mots et les paroles peuvent tuer comme des actes, comme vous l'avez dit, vous avez rappelé à propos de Salingro, il faut punir presque comme des actes. Non, mais c'est pas la question. Si vous voulez, aujourd'hui, aussi préoccupant que le racisme et l'antisémitisme, il y a l'antiracisme à front de taureau. Quant à Internet, moi, quand je serai dictateur, je débrancherai tout. Donc, mais je ferme cette parenthèse complètement idiote, et je vous dis... Je voudrais simplement souligner que c'est une blague. Oui, je vous dis simplement que sur Internet, à partir du moment où c'est un espace d'expression, eh bien, devrait régner la loi courante, mais pas de nouvelles lois. Et de toute façon, le volet pénal, qui n'est pas critiqué par toutes les associations, qui est applaudi par la LICRA et par l'UEJF et par SOS Racisme, ce volet pénal ne concerne pas simplement Internet. Il nous concerne tous. Bien Ensuite, sûr. J'ajoute que habité qu'il est par la chimère d'une solidarité de destin et de combat entre les juifs, les musulmans, les femmes, les homosexuels et les transsexuels, face à la bête immonde, cet antiracisme ignore en outre la haine la plus flagrante dans la France d'aujourd'hui, la haine des faces de craie. Et je voudrais vous en donner quelques Juste quand même, je précise tout de même par rapport à ce que vous avez dit juste avant, pardon Alain, que tout de même le Premier ministre tient bon pour l'instant sur la question de l'islamophobie, qui était la crainte que vous exprimiez. Bien sûr, mais quand il nous explique le racisme et l'antisémitisme, c'est toujours cette gauche, si vous voulez, qui si vous voulez, dit une chose et son contraire pour ne mécontenter personne et rester fidèle à elle-même. On nous parle d'une lutte contre le racisme et l'antisémitisme, donc on ranime cette idée, comme je l'ai dit, d'une communauté de destin entre les juifs et les musulmans face à la bête immonde. Or, je le répète, la haine la plus flagrante en France, c'est la haine des faces de craie. Et là, j'ai sous les yeux le livre de Christian Godin, La démoralisation, et il a eu la bonne idée, si vous voulez, de recueillir un certain nombre de paroles de ce qu'un livre récent appelle la musique préférée des Français, à savoir le rap. Alors, dans le rap, on lit par exemple ceci.
Poitiers brûle, et cette fois-ci, pas de Charles Martel, on vous élimine puisque c'est trop tard, la France pète. J'espère que tu as capté le concept. Ça, il s'agit d'un rap d'un nommé Salif. Et puis ceci, je crie haut, je baisse votre nation, l'uniforme bleu. Depuis tout petit noisson, on remballe et on leur pète le fion. Faut pas qu'il y ait une bavure ou dans la ville ça va péter. Des commissaires aux stagiaires, à la moindre occasion, dès que tu le peux, il faut les balayer, bas les couilles, les porcs qui représente l'ordre en France. C'est une chanson de 213. Est-ce que la violence, ne relève pas, cette violence-là n'a pas toujours été présente dans un certain type de chansons? Jamais. Une violence comme celle-là, jamais. La France est une garce, n'oublie pas de la haïr jusqu'à l'épuiser comme une salope, il faut la traiter mec, et puis ceci de lunatique, vote pour emmener les porcs à la morgue, et c'est très intéressant parce que Lunatique, c'est le premier groupe où s'exprimait Booba, et il y a eu récemment dans l'Obs, justement le même numéro où se trouvait l'entretien avec Jacques Rancière, un article à la gloire du rapport Booba avec, on notait par exemple ces paroles rimbaldiennes, les colons nous l'ont mise profond, à l'envers on va leur faire. Ah oui, quand je vois la France, les jambes écartées, je l'encule sans huile. Bon, j'arrête parce que je suis suffoqué par tant de beauté. Et vous mettez pas le rythme, hein, excusez-moi. Et je mets pas le rythme, oui, et je mets pas... Et voilà. Mais voilà. Simplement, là, je voudrais vous rappeler quelque chose. Le rappeur Saïd, je crois, avait sorti un CD intitulé « Nique la France ». Il a été poursuivi devant la 17e chambre pour injure publique à caractère racial. Et dans Causeur, Jonathan Sixou nous apprend qu'il a été relaxé. La 17e chambre, devant laquelle il m'est arrivé de comparaître également, estime, si vous voulez, que la notion de français dit de souche ne constitue pas un groupe de personnes et ne couvre aucune réalité historique ou sociologique. J'ai la phrase exacte, et ne couvre aucune réalité légale, historique, biologique ou sociologique. Voilà où nous mène l'antiracisme idéologique. Je ne crois vraiment pas qu'il ait besoin d'être renforcé. Il doit par un nouvel arsenal répressif. Il doit au contraire être combattu. Vous n'allez pas aimer ma question, mais tout de même, est-ce que, j'entends les paroles atroces, vous avez l'air de trouver malvenu que la 17e chambre ait relaxé, la même 17e chambre qui bien sûr a relaxé Charlie Hebdo dans l'affaire des caricatures, qu'elle ait relaxé Booba, mais est-ce que tout de même on ne doit pas être un peu vigilant avec, pardonnez-moi l'expression, le droit de dire des conneries? Non. C'est pas des conneries. Non, mais c'est une question sérieuse. Non, c'est une question tout à fait sérieuse. Je dis simplement qu'à l'époque où on explique qu'il faut combattre le racisme et l'antisémitisme sans fléchir, la haine des faces de craie, si vous voulez, à pignon sur rue, elle a son rond de serviette absolument partout, et on déroule même le tapis rouge pour ceux qui la propagent. Alors je ne sais pas si c'est par la voie du pénal qu'il faut la combattre, je mets simplement l'accent sur le paradoxe de la situation actuelle. Et surtout sur le danger, il est vrai, dans la mesure où on a une définition de plus en plus extensive du racisme. Le parquet a abandonné finalement les poursuites contre Arnaud Klarsfeld, qui avait dit qu'une partie des jeunes de banlieue est antisémite. Donc finalement, il ne sera pas jugé pour ça. Mais il est vrai qu'en passant sous un régime de droit commun, on peut imaginer en arriver là. Tout est possible. Jusque-là, vous êtes d'accord avec Edoui Plenel, mais peut-être militera-t-il ensuite pour que l'on ajoute le mot islamophobie au texte. Je ne peux pas être d'accord avec Edoui Plenel, puisque précisément, il est l'un des porte-parole, l'un des héros de cet antiracisme idéologique, et qu'il a écrit un livre, précisément, pour dénoncer le mien. Alors certes, pardonnez-moi, je me suis mal obtenu ma condamnation légale, mais tous les espoirs lui sont désormais permis. Je me suis mal exprimé. Mediapart, je voulais dire, Mediapart ne défend pas
ce texte de loi et en particulier conteste cette mesure. Mais il y a une autre réforme qui a été aussi annoncée cette semaine. Je passe sur la loi anti-harcèlement de rue pour parler de celle des collèges qui a été annoncée par Najat Vallaud-Belkacem en début de semaine et qui suscite une mobilisation assez générale, me semble-t-il, non seulement des enseignants, ce qui est habituel d'ailleurs, mais aussi de 60 députés, dont Jean-Marc Ayrault, qui ont signé un texte assez dur pour la ministre. Alors, expliquez-moi, je n'ai pas très bien compris l'enjeu, puisque tout semble tourner autour de la réforme de l'enseignement de l'allemand. Donc, Alain Finkielkraut, expliquez-nous... Tout ne tourne pas autour de la réforme de l'enseignement de l'allemand, mais ce projet de loi, et je ne m'y arrêterai pas, veut supprimer les classes bilingues, parce que, alors qu'elle fonctionne très bien, mais il faut chasser l'élitisme de ces derniers bastions. Alors, simplement là, je reprends la question générale. Le pire n'est pas toujours sûr, dit le proverbe. La réalité contemporaine impose à ce proverbe une nouvelle définition. Il n'est pas sûr que ce que nous prenons pour le pire soit le pire. Il y a pire que le désastre actuel de l'école. Il y a la réforme des collèges proposée par Najat Vallaud-Belkacem. J'ai lu, je me suis infligé la lecture du projet du Conseil supérieur des programmes. Et voici, par exemple, pour les deux dernières années de collège, les objectifs du français. Tout ça, oui, ça c'est... C'est l'ensemble du texte, ça, ce gros rapport. C'est le rapport du Conseil supérieur des programmes qui, en quelque sorte, en effet, sert de fondement à cette réforme. Alors, les objectifs. Chercher, se construire. C'est 5e, 4e et 3e. Vivre en société, participer à la société. Regarder le monde, inventer des mondes. Et dernier, agir sur le monde. Non, c'est vraiment du Muret. Hein. Cet inventaire, pédant et totalement idiot, m'a fait penser, par contraste, aux dernières lignes de l'avant-propos du livre de Léo Strauss sur le libéralisme antique et moderne. Les Grecs, écrit Léo Strauss, avaient un mot merveilleux pour vulgarité. Il la nommait apeirokalia, manque d'expérience des belles choses. L'éducation libérale nous donne l'expérience des belles choses. Fin de citation. L'héritage des belles choses n'étant pas identiquement distribué à tous les enfants, l'éducation égalitaire, dans sa grande sollicitude, prive les nantis et les autres de cette expérience. Elle supprime le grec et le latin, c'est-à-dire les humanités, et, si vous voulez, elle devient l'enseignement de l'actualité, plus exactement de l'idéologie actuelle, afin de se construire et de vivre en société et de regarder le monde. Quand vous dites qu'elle supprime le grec et le latin, ça ne relève pas de l'exagération, ça devient des options dans un coin. Non, ça ne devient même pas des options, c'est des choses bizarrement dans le cadre de la civilisation ancienne. Bon, heureusement que j'ai dit que vous n'étiez pas pessimiste. C'est la fin. Non, je vous ai expliqué. Donc c'est la dernière pierre, en fait, dans l'édifice de l'égalitarisme et du nivellement que vous décrivez. C'est pour ça que je vous disais que nous avons une nouvelle acception du proverbe « le pire n'est pas toujours sûr ». Ce que nous prenions pour le pire n'est pas toujours sûr. Il y a pire que le pire. Voilà. Pour sauver les élèves du terrible ennui, il s'agit par exemple de remplacer le plus possible les affreux cours magistraux par le travail en équipe des professeurs et des élèves. L'interdisciplinarité est le maître mot du jour. Et le journal télévisé de France 2 a ainsi donné un exemple, une classe de 3e du lycée Clisthène, un lycée modèle, un lycée pilote de Bordeaux. Eh bien, le professeur d'histoire et le professeur d'espagnol présentent aux élèves des images d'horticulteurs au Kenya qui
exportent le rose en Europe. Ce type d'exportation, comme vous pouvez l'imaginer, aggrave la pollution. Les élèves sont donc invités à rédiger pour ces paysans africains. Aggrave la pollution et pénalise notre industrie florale, accessoirement. Donc les élèves sont donc invités à rédiger pour les paysans africains un tract sur le développement durable et les bienfaits des cultures vivrières. Le tout en espagnol, alors que les langues de ces paysans sont le swahili et l'anglais. Mais peu importe, ne chipotons pas, c'est l'intention qui compte. Alors, quand les belles choses disparaissent, eh bien, elles sont remplacées par la bonne cause, c'est-à-dire l'endoctrinement. Après les œuvres, les tracts. On fait rédiger des tracts aux élèves et tout le monde est invité à applaudir puisque c'est l'avenir radieux de l'école. Mais je vous rassure, le passé n'est pas oublié. Les noms de collèges, d'ailleurs, il y avait un petit article dans Le Monde de cette semaine sur les noms les plus fréquents. C'est aussi assez amusant. Sur Coluche, Georges Brassens, voilà. etc. Le passé n'est pas oublié, mais autrefois, ce passé nous dépaysait de nous-mêmes. Aujourd'hui, il est, si vous voulez, retravaillé en quelque sorte en fonction des préjugés du présent. En histoire, dans le cycle 4 du collège, justement, l'enseignement... Parler à l'ancienne, ici, le cycle 4, c'est quoi? La troisième? Troisième, quatrième et troisième. L'enseignement des débuts et de l'expansion de l'islam est obligatoire. Celui de la période humaniste, de la pensée humaniste, est laissé au choix de l'enseignant. Quant au monde du XVIIe siècle, du XVIIe et du XVIIIe siècle, il est présenté sous ce titre « Un monde dominé par l'Europe, empires coloniaux, échanges commerciaux et traite négrière. » Est-ce que ça signifie pour vous que, dans le fond, pour les gens qui pensent cette chose, l'humanisme occidental, disons, est une option parmi d'autres, en quelque sorte, dans un monde divers? Il faut que ça le soit, car l'humanisme, la pensée humaniste, c'est la redécouverte du monde grec et latin. C'est l'idée d'un détour par les œuvres classique pour nous comprendre nous-mêmes et comprendre le monde. Dès lors même que cet humanisme, si vous voulez, est chassé complètement de l'enseignement et de l'idée que nous nous faisons même de la littérature, alors on va pas, en plus de ça, on va pas imposer aux élèves l'étude de la naissance d'une telle pensée. Elle existe encore, mais pour pas longtemps, et à titre purement facultatif. Alors là, je vais être un peu solennel et pour dire ceci, oui. Un jour, Élisabeth de Fontenay m'a fait découvrir ces vers d'Ossip Mandelstam. Et c'est une de mes nombreuses dettes à son égard. Vais-je à la médisance infâme livrer le serment profond jusqu'aux larmes, la splendide promesse faite au quatrième État. Quatrième État, sur le modèle de tiers-État, c'est donc le prolétariat. Et pour moi, la gauche se définit à travers ces vers. Elle est précisément la promesse d'un partage de l'héritage par tous. Or, aujourd'hui, cet héritage est dilapidé par la gauche elle-même au nom de l'égalité et aussi de la lutte contre le racisme, cet héritage étant vraiment beaucoup trop particulier, impérial aussi, les deux, pour être honnête. Oui, alors justement, pas seulement particulier, oppresseur. Et oppresseur. Voilà. Et donc, d'où ma question solennelle en effet, quel sens y a-t-il aujourd'hui à se dire de gauche, car s'obstiner dans ce sens, ce n'est plus agir en citoyen, mais en supporter. Malgré le cathare,
je reste viscéralement et bêtement attaché au PSG. Mais pour que je reste attaché à la gauche, il faudrait que le PS soit pour moi une sorte de PSG. J'ai une autre idée de la politique. Et oui, notre technicien là, pardon, parce que c'est Daniel Avner, pardon. Notre technicien Avner porte fièrement de l'autre côté de la vitre un t-shirt Fly Emirates, cher Alain. Tout arrive, cher RCJ. Moi, je me demande si vous ne conservez pas un petit reste, disons, de tentation d'idéaliser la gauche, comme s'il y avait une gauche, disons, idéale qui pourrait encore exister, mais sans doute aurons-nous l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Alain Finkielkraut, pour ces excellentes nouvelles. On vous lit toujours dans Causeur, on vous écoute à nouveau sur France Culture, et on peut même, grâce au podcast, vous revoir ici dans ce studio pendant cette émission. Bonne semaine, cher Alain Finkielkraut, bonne semaine à tous, et j'annonce une fort mauvaise nouvelle. Vous n'êtes pas là, et donc nous ne sommes pas là la semaine prochaine. Voilà, donc il vous faudra patienter avec Causeur.